Ouverture des portes. Allez, c'est parti. Coucou, Ça va? ça va mon soleil? Bonjour et bienvenue dans le podcast Aimer soigner. Ils sont très méritants et ils nous apportent énormément. Cet épisode sera consacré au métier de psychologue. Nous avons rencontré Fabrice, psychologue en clinique de rééducation, Olivier et Christelle en EHPAD et Sandrine en clinique d'addictologie. Depuis que je suis toute petite, on m'a dit « Est-ce que tu serais pas médecin comme tous ceux de ta famille ?» Et par esprit de contradiction, j'ai dit non. Mais voilà, je me retrouve psychologue. Moi, je suis médecin de l'âme, peut-être. Le premier livre que j'ai lu, j'avais peut-être 15-16 ans, Les 5 leçons de psychanalyse de Freud. C'est vraiment cette découverte de l'être humain, de comprendre tout ce qui se cache derrière nos comportements, tout ce qui se cache aussi derrière nos choix. Le psycho, il soigne pas avec des médicaments, il soigne avec les mots du patient. En tout cas, il aide le patient à trouver pourquoi il a ces mots ou comment il peut résoudre ces mots. Voilà. Et donc, en fait, moi, je suis un catalyseur dans tout ça. Je l'aide à se poser les bonnes questions. En aucun cas, je lui dis, vous devriez faire comme ça ou comme ça. Ou en aucun cas, j'ai la bonne réponse. Par contre, on réfléchit ensemble pour trouver celle qui est la sienne. Voilà, c'est ça mon job. On n'aime pas forcément dire qu'on soigne les gens. On n'est pas là pour trouver des solutions, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On est là pour accompagner les gens dans des problématiques diverses avec le regard de la psychologie. Peut-être que c'est soigner, dans un sens, mais pour moi, ma profession, c'est d'aider les gens à donner du sens à leurs expériences et de développer les ressources pour justement améliorer leur qualité de vie. Parce que je sais très bien que j'arrangerai rien. Je supprimerai pas leurs troubles. J'ai des patients qui sont bipolaires ou j'ai une patiente par exemple à domicile que je vois qui est bipolaire avec une maladie de Parkinson. Elle a que 55 ans. Polytraumatisée, au niveau psychologique, on a une enfance d'une violence inouïe. Je sais que tout ça, je m'avance peut-être un peu trop, mais je pense qu'elle aura toujours ces pathologies-là. Mais je sais que ce qu'on fait, ça a du sens parce que y a des points qu'elle arrive à améliorer, et malgré toutes ces difficultés, elle retrouve aussi de la légèreté dans son quotidien. Pour moi, c'est ça, accompagner en tant que psychologue. Le travail du psychologue, c'est écouter le patient, prendre le temps de l'aider à progresser sur son histoire, sur qu'est-ce qui va se passer après le séjour, qu'est-ce qui s'est passé avant, sur des traumatismes, sur beaucoup de choses. Bon, on entend beaucoup de choses pas faciles quand on est psycho, on entend... chez nos patients, beaucoup d'histoires avec des traumatismes, beaucoup de parcours de vie chaotiques. Mon travail, c'est d'abord la relation avec le résident, en fait. C'est être sur le terrain, mais c'est d'abord quelle relation il se crée entre lui et moi. Notre travail de psychologue, c'est ça. Mais pour ça, il faut du temps. Il faut que la confiance elle, se crée, qu'on puisse partager Mais pourquoi pas un temps d'animation, un temps de sortie au café, un temps de rien du tout, un temps de toilette pour aider une aide-soignante aussi. On a souvent l'image du psy qui est un peu peut-être dans son bureau ou en retrait, discret. Moi, je pense pas. Je pense que le psy, il faut qu'il déambule dans les couloirs, des fois juste à se promener. Il voit, il entend, et puis on discute. C'est comme ça, c'est vivant en fait, c'est ça. C'est là où le métier est vivant, c'est dans l'échange, dans la circulation. Un psychologue dans une structure, ça apporte. Ah oui. Ah oui. Autant pour nous franchement, ça que pour autant le résident. nous que pour les résidents. Ça, c'est dommage, c'est parce que voilà, ils sont à mi-temps ou à 80%. Donc moi, exemple, jeudi, vendredi, j'ai un problème, je suis obligée d'attendre lundi pour lui en parler. Mais moi, avant même ma prise en charge, elle était pas tip-top. Et souvent, je les remettais dans la réalité, alors que non, je faisais pas bien. Grâce à Olivier, Ouais. non, mais sérieux, Non, mais faut dire... vrai, Olivier, non, faut mais dire- franchement, t'apportes Ça énormément fait aux plaisir. résidents et même au personnel. C'est agréable à écouter parce que moi j'y travaille, ça fait 10 ans. Les soignants ils tournent beaucoup. Et en fait ce qui fonctionne c'est aussi la stabilité.
Et pour le coup, moi, ça fait 10 ans que je suis là, donc ils me connaissent bien. Et c'est plus facile de travailler quand on se connaît bien. On est moins méfiant, et on peut peut-être dire un peu plus les choses, ou si on les dit pas, on sait qu'on n'est peut-être pas jugé aussi, et qu'il y a de la confiance en fait. C'est un travail de confiance qui se fait auprès des équipes et auquel j'ai tenu moi. Donc c'est important de pouvoir se parler en fait. On peut pas se dire bon, s'il y a besoin je suis là, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le lien qui est important et qui peut faire qu'on peut travailler avec des équipes. Et donc pour le résident. Les patients, c'est des procès en puissance. C'est ça, après ça se comprend. Vous arrivez dans une structure, malheureusement, votre maman elle vient juste de baver. C'est-à-dire, elle ne s'est pas occupée de maman. J'arrive, elle bave ou elle a le nez qui coule. Vous voyez ce que je veux dire? Les familles ne prennent pas assez de recul par rapport à la prise en charge. Mesdames, c'est pas que je m'en dis, mais là j'ai le repas. Bon, allez, je vais plier ma peine. Moi, mon travail, c'est quand même d'amener les équipes à réfléchir et à trouver des solutions non médicamenteuses de fait, puisque c'est mon métier, en éclairant les soignants sur le fonctionnement psychique du résident. Et à partir de là, se dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour avoir une réponse adaptée en fonction de son psychisme à lui, en fonction de ce qu'il aime aussi, de ses habitudes. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout ça, c'est arriver à décortiquer un peu le mode de fonctionnement de la personne et d'en discuter avec mes collègues de manière formelle ou informelle, parce que ces temps-là, ils sont aussi informels quand je fais le tour le matin ou qu'on peut prendre le café à l'unité protégée. Ça va. Bien dormi? Oui, très bien. Eh oui, comme d'habitude. Voilà, je fais... Ben, ça se voit, vous êtes reposé. Ici, c'est l'unité protégée, donc c'est les résidents qui ont des risques de fugue, de se mettre en danger, etc. Donc c'est un service qui est fermé et on les garde un peu à l'œil pour éviter qu'ils se mettent en danger ou qu'ils s'en aillent, etc. Donc c'est des profils de patients un peu particuliers, avec des troubles cognitifs bien avancés en général. Donc ils sont maximum 12. Quand il y a les troubles du comportement qui commencent à apparaître, il faut s'y mettre à plusieurs parfois. Ici, je travaille énormément avec les kinés, avec l'ergothérapeute, l'APA, les médecins, bien évidemment, les infirmiers, enfin un peu tout le monde, l'assistante sociale aussi, la cadre de santé. Enfin, c'est un échange qui est tellement riche et tellement nourrissant que ça participe vraiment à mon amour de cette profession, dans ce domaine-là en tout cas. Je me souviens d'un cas particulier, c'était une patiente atteinte d'un cancer, avec des troubles psychiatriques aussi. Une patiente très attachante, mais tellement en souffrance qu'elle mettait beaucoup en difficulté les équipes, moi y compris. Cette patiente était constamment en demande de réassurance, etc., mais dans quelque chose de très dysfonctionnel. C'est-à-dire, je demande quelque chose, mais je le rejette quand je le reçois. Je deviens agressif, j'insulte. Donc, les soignants savaient très bien ce qui se jouait là, que c'était pas, qu'elle voulait pas insulter. C'était quelque chose de plus inconscient. Mais au bout d'un moment, ça use aussi, parce que y a des émotions qui arrivent et on sait pas trop quoi en faire. Donc, on avait fait un petit groupe comme ça, avec il y avait l'assistante sociale, la cadre de santé aussi, pour permettre aux soignants déjà de s'exprimer, de vider le sac. Ce qui me semble important, et ça c'est une certitude pour moi, c'est qu'on fait selon les besoins des résidents et selon ce que nous on perçoit en fait. Si en codirant on va dire en ce moment c'est vrai que là telle équipe elle a l'air fatiguée, elle parle pas très bien aux résidents. Ah oui, pourquoi? Oui, mais les résidents, en ce moment, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Oui, mais il y a ces 4 résidents, on ne sait pas trop quoi faire avec eux. Tiens, on va faire un projet d'animation psy une fois par semaine pour ces résidents-là, et ça va calmer les choses. Ce que j'aime dans l'institution, c'est qu'on travaille en équipe. Et il y a cette notion de secret partagé en équipe et de travailler en équipe. Et ce qui est super important chez nous, c'est ça, c'est qu'on montre aux patients que c'est pas une personne dans l'équipe, c'est toute l'équipe qui travaille ensemble pour aider le patient à avancer dans son parcours. Et la psychologue, c'est une personne parmi les autres. Casquette là ici, là je suis donc en établissement de soins, à côté je suis en cabinet libéral où je fais donc des consultations et en cabinet et en visite à domicile pour les personnes âgées, handicapées qui peuvent pas se déplacer en cabinet en fait.
En cabinet, c'est une pratique complètement différente. Déjà au niveau de la demande des patients, parce que en soi ici, il y a certains patients qui demandent à me voir, mais très souvent, c'est au cours de la consultation médicale que les médecins vont me contacter pour me demander de passer voir tel patient, faire une évaluation, travailler certaines choses qui étaient déjà présentes bien avant. Alors qu'au cabinet, c'est vraiment les patients qui viennent me voir avec une problématique très précise en fait, alors que ici c'est beaucoup orienté sur la rééducation, donc qui peut engendrer des baisses de morale, des baisses d'estime de soi aussi, qui sont importantes à travailler. Il faut que le patient il ait envie de faire la démarche d'aller voir un psychologue. Il n'y a pas l'obligation d'aller voir le psychologue, parce que des fois l'équipe ne comprend pas. Tu devrais voir, il va pas bien, ou tu devrais le voir parce qu'il a un parcours de vie chaotique. Moi, j'ai toujours dit, si le patient il a envie de me voir, il sait qu'il peut, on lui donne l'information, mais je refuse de voir quelqu'un qu'on a forcé à aller voir la psychologue parce que ça ne sert à rien. Il faut que ça soit son choix et sa démarche. Voilà. Moi, j'aime quand un patient, pour la première fois, il ose pousser la porte dans un établissement, de venir voir un psycho. J'ai fait mon boulot quand il sort et qu'il dit j'avais pas de psycho, je savais pas ce que c'était, et maintenant je sais que j'en ai besoin et je vais faire un travail sur moi. Et là je me dis moi j'ai fait mon boulot. Après la frustration ici c'est que ça dure que 6 ou 7 semaines. Et quand un patient revient parce qu'il a rechuté, alors des fois je suis contente de revoir le patient même si c'est dans ces conditions-là et on avance et ça m'est arrivé d'avoir des patients sur 3 séjours successifs, mais sur 5 ans par exemple. Et de voir les progrès qui peuvent être faits. Et ça, c'est intéressant aussi. Même s'il y a eu rechute, mais en addicto, si on ne soignait pas les personnes qui rechutent, on ne soignerait peut-être pas grand monde, mais voilà. Généralement, je vais toquer à la chambre, et puis je me présente. Voilà. Je suis le psychologue de l'établissement, et je passe vous voir pour voir un peu comment se déroule votre séjour, discuter un peu. Généralement, ils sont très ouverts à la démarche, ils sont très contents de rencontrer quelqu'un, de pouvoir parler d'autre chose que juste du côté physique aussi. C'est aussi une porte d'entrée pour certains d'engager une démarche qu'ils n'ont pas forcément fait plus tôt dans leur vie. Il y en a qui me disent oui, vraiment, je vais continuer parce que voilà, ça me fait du bien. Donc c'est ça que j'aime aussi ici, et surtout avec une population âgée. Avant, c'était une démarche beaucoup qui appartenait à la classe bourgeoise, en fait. On n'allait pas voir un psychologue si on était ouvrier. Déjà, on n'avait pas le temps et on n'avait pas les moyens. Et c'est vrai que c'est toute une génération qui n'a pas forcément cette habitude, où c'est un peu, j'ai des problèmes, je les mets sous le tapis, je continue à avancer pour ma famille, voilà. Et c'est vrai que ça leur permet, même s'ils peuvent être très âgés, vous avez des patients qui ont 90 ans et finalement qui engagent une démarche comme ça. Et moi, ça me fait hyper plaisir parce que ça a beaucoup de sens de faire ça aussi avec ces personnes. Là, récemment, c'est vrai qu'on a eu une patiente qui était venue pour une fracture. Elle était alcoolodépendante. Elle était en demande de me rencontrer pour parler de certaines choses, et très motivée. Et c'est vrai qu'elle a énormément avancé pendant son séjour qui a duré 1 mois et demi, 2 mois, je crois. En addicto, une fois que le patient il est sevré, peut-être qu'il va essayer de se soigner de son histoire, se soigner de ses traumatismes, se soigner de sa famille. On peut se soigner de plein de choses. Et c'est ce que les patients apprennent un peu ici aussi. Avec les familles, on fait des cafés avec eux, on leur fait des petites informations, on va dire, sur la place des aidants, sur comment on fonctionne nous, sur leurs besoins, parfois des groupes de parole aussi. On les rencontre à l'admission, on les rencontre avant l'admission au domicile, parce qu'on fait aussi des visites de préadmission. Ça, c'est très chouette aussi de voir où la personne vivait, comment elle vivait, et puis ça, elle peut déjà créer un lien avec les personnes avec qui elle sera à l'EHPAD. Donc le travail commence déjà là, avant l'admission du résident. On fait des formations en interne pour les soignants sur la bientraitance, la communication, le risque suicidaire. Il y a plein de choses comme ça. Donc c'est extrêmement varié et on a la possibilité aussi de faire plein de choses. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse de faire? Vous avez le jeu de l'équilibre là. Là, il y a le jeu du chemin, vous savez. Ce qui vous plaît. Je sais pas.
Lequel on a fait déjà une fois. On a déjà fait les deux. On a fait les deux. Donc celui qui vous plaît le plus. La dernière fois, vous m'aviez dit que celui-là, il vous plaisait plus trop, que vous en aviez un peu assez. Du coup, si vous voulez, on peut plutôt faire ça, si vous voulez. Peut-être, oui. Ouais. Peut-être, oui. Eh ben allez, installez-vous, je vous en prie. Regardez, je commence si vous voulez et vous me suivez. Allez-y. C'est pas grave. C'est pas grave, regardez. Si on met celui-ci ici, ça tient. Mais ce qui est chouette en EHPAD, je trouve, et je le dis parce que moi je le craignais avant de travailler en EHPAD, de m'ennuyer, et de ne pas arriver à faire de la clinique, c'est-à-dire à faire un peu de psychothérapie avec les résidents, à travailler certaines choses avec eux. Et au final, non, il y a du travail auprès des résidents, et ceux qui sont trop dépendants, qui ont trop de troubles cognitifs, on travaille avec les équipes sur l'accompagnement global, en fait. Un peu. Moi, mon travail, c'est vraiment de personnaliser de quoi a besoin vraiment le résident. Pas seulement ses besoins en termes de faire une activité, sortir, ça, tout le monde a besoin de s'occuper, mais des besoins psychiques aussi. Donc moi j'avais mis en place aussi des groupes de parole entre eux, pour que ça circule et qu'ils se voient un peu autrement, qu'ils apprennent à se connaître, parce que sinon le lien peut être compliqué. Mais surtout, oui, d'aller chercher chez chaque personne son désir. Je crois que c'est des phrases qui me resteront. Je peux pas toutes les dire là, mais qui sont très drôles. Des fulgurances comme ça chez des résidents. Ça, j'ai plein de souvenirs de ça en fait. De paroles, des fois tellement vraies, de personnes qui sont dans des démences très profondes. J'ai plein de bons souvenirs en fait, plein de moments. Après, ce que j'aime moins bien dans mon travail de psycho, eh bien, c'est quand malheureusement, des fois, on apprend qu'un patient a rechuté, chez nous c'est un peu classique, mais qu'un patient est décédé de par l'alcool, d'un suicide. Et par exemple, récemment, ça nous est arrivé, une personne qui est partie d'ici et quelques jours après, on a appris qu'elle s'était suicidée. Ça, c'est des choses difficiles. Je pense que ça nous touche comme soignants, mais ça nous touche aussi comme individus. On ne sait pas ce qui nous attend dans la journée. Donc 8h30, on arrive pour la réunion, de 8h30 à 9h30, transmission et travail sur les dossiers patients en équipe. Et puis dans la matinée, on enchaîne 2 ou 3 entretiens de 3 quarts d'heure. Entre midi et 2, des écrits pour tracer l'histoire du patient. Ça fait partie de notre fonction, de ce qu'on doit faire. Donc beaucoup d'écrits que je faisais entre midi et 2 parce que c'est l'heure où on n'a pas de patients puisqu'ils sont à table. Et des entretiens l'après-midi. En général, je limitais à 3 parce que 6 entretiens de 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est déjà bien. Voilà, tout à fait. Voilà, tu peux enregistrer. Donc, Madame Elaguil, on a refait l'évaluation cognitive et on a refait l'évaluation thymique. Oui. Donc, il ne manquera plus que l'évaluation. Son projet personnel, je ne mets pas tout de suite. Donc, on fera l'évaluation du comportement à ce moment-là. Avant, on mettait juste sur une feuille qu'on avait vu le résident. Là, maintenant, on a beaucoup plus de traçage administratif à faire. Dès qu'on voit un résident, dès qu'on fait une évaluation, et que ce soit une évaluation cognitive, une évaluation thymique, une évaluation du comportement. Et c'est ce qu'on fait à l'entrée. Quand on va renégocier avec les autorités du tutelle, notamment les grilles agir et le pathos, parce qu'on ne peut pas prouver en fait qu'il y a des troubles du comportement, qu'il y a des troubles cognitifs ou qu'il y a un état dépressif, ce n'est pas pris en compte. Du coup là j'ai fait évaluation thymique et j'ai marqué ça. Est-ce que c'est bon ou pas? Très forte suspicion de dépression, contenu d'altération état cognitif, ces réponses peuvent être prises avec... ces réponses doivent être prises avec précaution. Voilà. Moi, ma baguette magique, c'est d'aller marcher, d'écouter
ma playlist, c'est d'aller faire du ski, c'est de faire autre chose quand je sors du boulot, parce que sinon je succombe. Voilà, c'est ça ma baguette magique. Des fois, je pense que le psychologue, il pourrait être un petit peu mieux considéré financièrement, j'allais dire. On a fait 5 ans d'études, on a de l'expérience, on porte des choses lourdes. Donc la baguette magique, c'est qu'il faudrait qu'on ait la tête un peu plus légère des fois en sortant du boulot. Mais moi je dis toujours, on s'occupe pas de boîte de conserve. C'est pas la même chose que de travailler avec l'humain, avec le relationnel, avec l'histoire des gens qui nous font confiance, qui nous confient beaucoup de choses. Vous prenez soin des autres et qui prend soin de vous ? Ma psychologue. Ça c'est pareil, c'est quelque chose, je m'en cache pas. Et je pense que la majorité des psychologues aussi vont voir des psychologues pour déjà de la supervision. On pourra parler de certains cas dans lesquels on peut être en difficulté, un peu s'embourber. Et puis après, pour moi-même aussi, c'est quelque chose qui m'aide énormément. On devrait prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Parce que si on est absent pour soi, comment est-ce qu'on peut être présent pour les autres ? Mes amis et ma famille prennent beaucoup de soin de moi aussi. Puis ici, aussi en fait, entre collègues, on prend beaucoup soin les uns des autres. Des fois, on partage pas tout avec l'équipe, mais on partage entre psychos en se disant qu'est-ce que tu en penses, est-ce que machin. Ça, c'est super important de pouvoir échanger entre professionnels de même fonction, oui, je ne trouve plus mes mots, et entre les professionnels de l'équipe, celui qui est soignant, celui qui a le patient en activité physique, celui qui le voit en groupe, parce que nous, dans le bureau, on l'a toujours en individuel, et le patient, il peut avoir une relation tout à fait différente en individuel qu'en collectivité. Ou des fois, un patient qui se montre tout à fait désagréable à n'importe quelle activité ou atelier, et qui, en entretien, n'est pas du tout la même personne que celle que j'entends qui est décrite en collectif, des fois, par exemple. Voilà. Après, trouver un poste, ça reste très compliqué pour les psychologues. Il y a beaucoup de demandes et peu de postes. Et sur notre région, ça sort un peu en... Ouais, comme on dit en sous-marin, c'est du bouche à oreille, et donc c'est difficile. Mais moi, j'ai mon cabinet et je travaille avec des adultes tout venant, pour le coup. Donc j'ai vraiment ces deux facettes et je me nourris énormément des deux. Et quand je sors d'ici, que je vais au cabinet, je suis content, et inversement. Donc j'ai un équilibre pour le moment qui me convient comme ça, en fait. On ne trouve pas forcément des postes à plein temps tout le temps. On peut faire 20% par-ci, 20% par-là. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je faisais des remplacements, je faisais des 30% par-ci. Je fais beaucoup de formations aussi en vacation. Je parlais de psychologie à des aides-soignants. Je suis intervenue aussi dans d'autres types de formations. Du coup, ça nous oblige aussi à repenser notre métier et à savoir en parler d'une certaine façon. De faire d'autres choses à côté, ça m'a aussi aidée dans mon métier de psycho. Par exemple, aussi, j'ai fait des expertises pour la gendarmerie. Dans nos patients actuellement, on a pas mal de femmes victimes de leurs conjoints, que ça soit psychologiquement ou physiquement. Et avant, j'aurais peut-être pas osé dire à une femme il faut aller porter plainte, alors que quand je suis allée entendre des femmes qui avaient porté plainte, j'osais ensuite dire à mes patientes mais vous savez que c'est important peut-être de porter plainte, ou vous savez que vous pouvez le faire, et je lui expliquais comment, même si c'était pas le moment. Voilà, par exemple. Et ça, je trouve ça super important. Oh, je dis plein de choses, dites donc. C'était le métier de psychologue avec Fabrice, qui exerce son métier dans une clinique de rééducation, Olivier et Christelle dans un EHPAD et Sandrine dans une clinique d'addictologie. Un grand merci à toutes les personnes, soignants et soignés, qui nous ont accueillis et permis d'enregistrer leur quotidien. Oh, vous êtes ma psychologue préférée. C'est toujours touchant quand un patient il me dit ça, ou quand il me dit oh, vous voulez pas venir avec moi dans mes bagages parce que je sais pas comment je vais faire avec un autre psychologue. Ça c'est toujours des mots gentils, des mots appréciables. Mais oui, il y a des patients qui nous marquent plus que d'autres, bien sûr. Oui. Vous voulez pas me faire pleurer non plus, ça va? Aimer soigner, un podcast de la Fondation Clariane et de partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique,
Basile Mandigral. Retrouvez toute la série sur le site de la Fondation et sur vos plateformes d'écoute de podcasts habituelles.